pole position et victoire pour Nico Rosberg. C'est une victoire carrément cruciale pour l'Allemand. Et oui, crucial parce qu'il emmène Lewis Hamilton avec une différence de points réduite jusqu'à la date d'échéance finale, c'est-à-dire à Abu Dhabi. Et donc, effectivement, c'est crucial. Là, si Hamilton l'avait emporté et Rosberg avait terminé deuxième ou n'avait pas terminé du tout, bon, ça tenait encore le coup, mais à 1 point. Là, on est à 17 points, à un Grand Prix près, c'est-à-dire un Grand Prix où il faudra compter le double des points. Et donc, on s'aperçoit que, eh bien, si Rosberg gagne à Abu Dhabi et emporte 50 points, il faudra que Lewis Hamilton termine deuxième, et non pas avec un avantage de points formidable comme il pouvait en avoir un auparavant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut revenir sur cette victoire qui est assez incroyable et qui, je crois, montre bien la valeur de Rosberg, à savoir que celui qui était le plus rapide en piste, on peut trouver le problème dans tous les sens, qui est des lignes droites ou des virages, c'était Lewis Hamilton, qui avait mieux réglé sa voiture, qui était excellent en vitesse de pointe, qui était bien dans les courbes, et Nico, qui lui avait effectué la pole position et qui a tenu le coup devant. Alors avec toutes les astuces de pilotage possibles, réaccélérer quand il le fallait pour empêcher Lewis Hamilton de bien réaccélérer derrière, Lewis qui a fait je ne sais pas combien de tours avec l'aileron arrière mobile ouvert sans pouvoir passer, et donc une erreur qui lui coûte 7 secondes aussi. Voilà comment s'est joué ce Grand Prix. Et c'est là que je dirais que Rosberg a été vraiment très très fort dans le mental et dans la solidité à Interlagos. Alors, je rebondis, Jean-Louis, vous parlez effectivement de cette erreur de Lewis Hamilton. S'il ne l'avait pas faite et si Felipe Massa n'était pas arrivé comme un fou furieux dans la voie des stands, est-ce que l'issue du Grand Prix aurait été différente ? Oui, alors, vous savez comme moi qu'on ne peut pas refaire la course avec des scies. Mais effectivement, tout ça a joué. Et la preuve en est, c'est qu'en conférence de presse, après le Grand Prix, Nico Rosberg a dit qu'il avait besoin d'une aide, il avait besoin de l'aide de Felipe Massa à Abu Dhabi. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et naturellement, Felipe a répondu qu'il voulait gagner. Non, ça c'était trop. Il fallait absolument qu'ils soient entre les deux. Bien sûr, c'est ça la différence. Et ça aurait pu faire quelque chose de formidable. Mais ce que je retiens aussi, c'est que Massa était héroïque. Malgré les erreurs, vitesse excessive dans les stands, se trompant de stand. Heureusement, les gars de chez McLaren ont fait une faille formidable pour le laisser passer jusque chez Williams. C'était amusant. Et malgré tout, il termine 3e. Ça veut dire qu'il avait le moral vraiment en hausse, Felipe, plus que son équipier Bottas, qui s'est montré sous un jour un peu moins fort que Felipe. Donc la morale est sauve. Felipe a fait un très beau podium, une très belle 3e place. Alors, à la 4e place, on retrouve Jenson Button. Est-ce qu'à votre avis, cette position peut faire que le Britannique restera l'année prochaine en Formule 1 puisqu'on parle d'une éventuelle retraite ? Oui, on va montrer que Johnson n'était pas complètement fini comme certains le disent, d'une part, et deuxièmement, a montré qu'il pouvait encore faire quelques preuves vis-à-vis de son équipier Jan Magnussen, qui ne s'est pas révélé lui sous un bon jour, et qui, je trouve, fait une deuxième partie de la saison assez moyenne. Mais bon, peut-être que Button va rester, attendez, rien n'est sûr pour l'instant, peut-être que McLaren n'a pas encore fait tout à fait le choix de la jeunesse. Et en tout cas, il faut bien penser que derrière Jan Magnussen, il y a le jeune Nick De Vries, dont Ron Dennis nous dit monts et merveilles. Donc tout ça n'est pas joué. Donc il faut attendre, sauf pour ce qui concerne naturellement le cas Alonso, mais ça on va sans doute en reparler. Mais justement, on va en parler tout de suite, puisqu'on a vu des belles passes d'armes entre lui et son équipier pour le moment, Kimi Raikkonen. Mais finalement, Raikko perd encore au change. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il devient l'année prochaine ? Ça va être difficile pour Raikkonen. Là, c'est vrai qu'il était plus en forme que Fernando Alonso, mais je pense que Fernando Alonso a pris ce Grand Prix un peu en décontraction. Des sourires, des rigolades ou quelques petites pointes à l'équipe Ferrari quand ça ne marchait pas trop bien. Mais visiblement, on sent qu'il est décontracté et sur la porte de sortie. Donc ça a donné des ailes à Kimi Raikkonen, sauf que finalement Kimi, il s'est fait battre. Il faut voir les choses comme elles sont. Il a eu beau résister, ça n'a pas fonctionné. Il s'est une nouvelle fois incliné devant Fernando Alonso. L'an prochain, Alonso ne sera plus chez Ferrari. Ça, c'est assuré. Et donc, est-ce que Kimi va rester lui aussi ? On n'en sait rien du tout. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne recrue. Et je ne sais pas s'il acceptera de laisser à Sébastien Vettel la place de premier pilote. Donc, son avenir, pour l'instant, est en point d'interrogation, même s'il a un contrat, naturellement.
Vettel, justement, qui termine 5e. C'est le premier moteur Renault. Le reste, c'est bas de classement, lanterne rouge. C'est halte à la panique, là. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Le motoriste est vraiment dans sa pire saison, là, clairement. Oui, il faut absolument changer tout. C'est ce que Cyril Abitboul, le nouveau DG de Renault Sport F1, m'avait dit dans une interview. Les premiers changements ne vont pas tarder à arriver chez Renault Sport. C'est vrai aussi qu'il faut considérer maintenant que l'équipe Red Bull sera l'équipe officielle de Renault Sport. Et c'est vrai aussi qu'il faut admettre que le gel des moteurs, la réglementation des moteurs, ne donne pas les gages de compétitivité qu'il faut pour la F1. Si on en reste au règlement actuel, Mercedes sera encore devant et largement l'année prochaine et même encore dans 2 ans. Donc il faut absolument changer ça. Maintenant ça, la balle est dans le camp de la FIA. C'est la FIA qui doit dire si on le fait ou si on ne le fait pas. De la même façon que la FIA doit dire si des équipes disparaissent, est-ce que les grandes équipes mettront ou ne mettront pas 3 voitures l'an prochain. Donc on va arriver juste au moment du Conseil mondial pour essayer de réguler un peu tout cela. Et on aura la réponse, je crois, dans les premiers jours de décembre. Terminons, Jean-Louis, avec une association que personne n'a oubliée, ELF, Renault. Si on en parle aujourd'hui, c'est pour rendre hommage à une personne qui nous a quittés, François Guitert, et vous vouliez lui dire... Oui, je voulais rendre hommage à François Guitert, qui nous a quittés à l'âge de 87 ans, qui a été, non pas parmi les hommes, qui a été l'homme qui a fait que la Formule 1 est arrivée à ce niveau-là en France, il faut bien le dire. Si on prend l'histoire, Jean-Pierre Beltoise et ses performances au cours des années 60 ont montré qu'on pouvait faire quelque chose encore en sport automobile en Formule 1. Je vous rappelle qu'un Français n'avait pas gagné à l'époque depuis 1955, c'était Maurice Trintignant. Et l'homme qui a fait tout cela, c'est François Guitert, avec la création d'Elf tout d'abord, et ensuite la vision qu'a eue François de dire que la télévision serait quelque chose d'important pour le sport et que dans le sport automobile, la F1 serait quelque chose d'important à la télévision. Et là, il a bâti une espèce d'empire avec Elf et avec tous ces pilotes à qui il a mis le pied à l'étrier. Alors, je ne veux pas en citer, il y en a des centaines, mais je pourrais dire Patrick Tambay, je pourrais dire Didier Pironi, je pourrais dire Alain Prost, par exemple. Il a fait de Jackie Stewart le premier pilote professionnel de l'histoire, le vrai grand pilote, avec ce qu'il fallait autour de lui, dans l'environnement, tout ça. Il a été absolument formidable. Je n'ai pas naturellement oublié Matra et Elf, ni Renault et Elf, ni les équipes de F2 et l'équipe de F1. Dans le fond, ça a été quelqu'un qui a vraiment bâti cet empire de la Formule 1 en France. Et j'ose dire que même nous, plusieurs confrères, de nombreux confrères et moi-même, si on est là, c'est aussi grâce à lui parce que la F1 a pris un engouement terrible en France. Et donc voilà, il est mort de sa belle mort, mais je pense qu'on devra s'en souvenir en permanence.